Tactique du diable de C.S. Lewis. Lettre 19. Mon cher Wormwood, j'ai longuement réfléchi à la question que tu m'as posée dans ta dernière lettre. Si, comme je te l'ai clairement démontré, tous les êtres, de par leur nature, entrent forcément en compétition les uns avec les autres et que, de ce fait, l'idée même que l'ennemi se fait de l'amour est une contradiction dans les termes, que faut-il penser de mon avertissement réitéré qu'il aime vraiment cette vermine humaine et qu'il désire sincèrement sa libération et le prolongement de son existence? J'espère bien, mon garçon, que tu n'as pas montré ma lettre à qui que ce soit d'autre. Non pas que cela puisse avoir de l'importance. N'importe qui verrait que l'hérésie apparente dans laquelle je suis tombé est tout à fait accidentelle. À propos, as-tu bien compris que certaines allusions, en apparence peu flatteuses pour Slocum, ne devaient pas être prises au sérieux? Je l'espère, car j'éprouve, en réalité, le plus grand respect pour lui. Et évidemment, il ne fallait pas non plus prendre pour argent comptant certaines choses que je disais quand je parlais de ne pas te protéger devant nos autorités. Tu peux t'y fier, je veillerai sur tes intérêts, mais, s'il te plaît, garde bien tout sous clé. Il est un fait que la remarque que l'ennemi aime vraiment les hommes m'a échappé par mégarde. Bien entendu, cela est impossible. Il est un être à part. Ils sont donc distincts de lui et leur bien ne peut pas être le sien. Tout ce rabâchage sur l'amour doit couvrir toute autre chose. Pour les avoir créés et se donner tant de mal pour eux, il faut qu'il ait de bons motifs. Si nous autres, nous parlons parfois comme s'il avait cet amour impossible, c'est que nous avons complètement échoué dans notre enquête sur ses vrais motifs. Que pense-t-il faire avec eux? C'est un problème insoluble. Je ne vois pas quel mal cela peut faire si je te confie que cette question a été la cause principale du conflit entre notre père et l'ennemi. Quand l'affaire de la création de l'homme a été mise la première fois sur le tapis et quand, à ce moment-là déjà, l'ennemi a reconnu ouvertement qu'il prévoyait un certain épisode autour d'une croix, notre père a, tout naturellement, demandé un entretien pour recevoir des explications. L'ennemi n'en a fourni aucune autre en dehors de cette histoire abracadabrante d'un amour désintéressé qu'il a fait circuler depuis lors. Cette histoire-là, notre père n'a évidemment pas pu l'accepter. Il a imploré l'ennemi de jouer carte sur table et il lui en a donné l'occasion en de multiples reprises. Il lui a même avoué qu'il était très curieux de pénétrer ce secret. Et l'ennemi lui a répondu « Je souhaite de tout cœur que tu le découvres ». Je suppose que c'est à ce point-là de l'entretien que l'écœurement éprouvé par notre père devant un manque de confiance aussi peu motivé l'a incité à se retirer à une distance infinie de sa présence, et cela avec une rapidité qui a donné lieu à l'absurde histoire de l'ennemi qu'il a été précipité du ciel. Depuis lors, nous avons commencé à comprendre pourquoi notre oppresseur est tellement cachottier. Son trône dépend de ce secret. Des gens de son bord ont souvent avoué que si jamais il nous arrivait de comprendre ce qu'il veut dire par amour, la guerre serait terminée et nous réintégrerions le ciel. C'est donc là qu'est notre grande tâche. Si nous savons qu'il ne peut vraiment aimer. Personne ne le peut, cela ne rime à rien. Si seulement nous pouvions découvrir ce qu'il manigance. Nous avons examiné une hypothèse après l'autre, mais nous n'avons toujours pas trouvé. Nous ne devons pourtant jamais perdre espoir. Des théories de plus en plus compliquées, une documentation constamment enrichie, des récompenses plus grandes pour les enquêteurs qui font des progrès, des punitions plus terribles pour ceux qui essuient des échecs. Tout cela, si nous le maintenons et l'intensifions jusqu'à la fin des temps, nous vaudra certainement le succès. Tu te plains que dans ma dernière lettre, je n'ai pas précisé si je considérais qu'être amoureux était un état désirable pour les hommes ou non. À vrai dire, mon cher Wormwood, c'est le genre de questions auxquelles il faut s'attendre de leur part. Laisse-leur le soin de discuter si l'amour ou le patriotisme ou le célibat ou les cierges sur l'autel ou la lutte anti-alcoolique ou l'éducation sont bons ou mauvais. Ne vois-tu donc pas qu'il n'y a pas de réponse? Rien, au fond, n'a d'importance, sinon une certaine disposition d'esprit, dans certaines circonstances, qui poussera l'un de nos protégés à un certain moment plus près de l'ennemi ou plus près de nous. Ce serait donc une très bonne chose de faire décider à ton protégé si l'amour est bon ou mauvais. S'il est un homme orgueilleux, dont le mépris du corps provient d'une faiblesse de santé, alors qu'il l'attribue, lui, à un souci de pureté, et s'il fait partie de ces personnes qui trouvent un malin plaisir à faire fi de tout ce que leurs semblables approuvent, alors, à tout prix, laisse-le se prononcer contre l'amour. Imprègne-le d'un ascétisme empreint de suffisance, puis, quand tu auras ôté à sa sexualité tout ce qui aurait pu l'humaniser, fais-la peser sur lui sous une forme beaucoup plus brutale et plus cynique. Si, par contre, il est plutôt du type émotif et crédule, nourris son esprit de lecture des poètes et des romanciers les plus médiocres de la vieille école, jusqu'à ce que tu l'aies persuadé que l'amour est à la fois irrésistible et intrinsèquement méritoire. Cette conviction ne nous sera pas d'un grand secours, je le veux bien, lorsqu'on essaiera de l'entraîner occasionnellement dans l'impudicité.
Mais c'est la bonne formule pour le genre d'adultère prolongé, noble, romantique, tragique qui se termine, si tout va bien, par un meurtre ou par un suicide. Autrement, elle pourra servir à orienter ton protégé vers un mariage utile à notre cause. En effet, bien que celui-ci soit une invention de l'ennemi, il a son utilité pour nous. Il doit exister dans l'entourage de ton protégé plusieurs jeunes femmes qui sauraient lui rendre la vie chrétienne extrêmement difficile, si seulement tu pouvais le décider à épouser l'une ou l'autre. S'il te plaît, fais-moi un rapport sur ce point dans ta prochaine lettre. Dans l'intervalle, mets-toi bien dans la tête que le fait de tomber amoureux ne sert pas nécessairement notre cause, ni d'ailleurs celle de l'ennemi. Ce n'est qu'une de ces occasions que nous cherchons, l'un et l'autre, à mettre à profit. Comme la plupart des autres choses pour lesquelles les hommes s'emballent, la santé ou la maladie, la vieillesse ou la jeunesse, la guerre ou la paix, il s'agit là, du point de vue de la vie spirituelle, en majeure partie de matériaux bruts. Ton oncle affectionné, Couteil.